On veut montrer qu'on peut atteindre l'équilibre économique avec une ligne de train de nuit. Et que du coup, c'est possible d'offrir un service de train de nuit sans subvention nécessaire, en tout cas des subventions permanentes. Pour le Bruxelles-Prague, par exemple, tel qu'on l'opère aujourd'hui, ou le Paris-Berlin, oui, on pense qu'on peut atteindre la rentabilité et que du coup, à terme, des subventions ne sont pas nécessaires. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Tolt, votre chef de bord pour cet épisode réalisé par Ourail, le média référence du voyage bas carbone qui rassemble plus de 500 000 passionnés. Pour votre tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe Ourail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Avant de démarrer cet épisode, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. On lance l'application ultime pour organiser vos prochains voyages en train. Un outil simple et intuitif pour créer vos itinéraires bas carbone en Europe et même au-delà. Fini les galères grâce au retour d'expérience de voyageurs et voyageuses qui vous ressemblent, mais aussi grâce à nos fonctionnalités de personnalisation. Et cerise sur le gâteau, en plus de vous simplifier l'organisation, on veut que le voyage responsable devienne moins cher grâce à des avantages exclusifs négociés avec nos partenaires. Mais cette appli, on veut la faire grandir avec vous. En rejoignant le club Ourail sur Ulule, vous participerez activement à remettre le voyage sur les bons rails. Et en plus de tester notre application en avant-première, vous pourrez même peut-être gagner des lots de fous comme une traversée aller-retour vers la Corse, un Swiss Travel Pass, un sac à dos Haze Project et plein d'autres dotations super stylées. Le lien est juste en description, on compte sur vous. Bonjour Anne. Bonjour Benjamin. Comment ça va ? Super. Merci de venir nous voir à Paris, d'être venu depuis... des Pays-Bas, finalement, puisque tu vis aux Pays-Bas. On va parler train de nuit. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes, nous expliquer un peu ton parcours, où est-ce que tu travailles aujourd'hui, d'où tu viens, les études que tu as faites, pour qu'on comprenne un peu mieux qui tu es. Ok, alors je m'appelle Anne Dubost. Donc ouais, je suis venue des Pays-Bas ce matin, mais je suis française. Je suis originaire de Clermont-Ferrand, mais je me considère aussi européenne parce que j'ai vécu dans plusieurs pays. J'ai vécu en Espagne, en Italie, en Suède, en Angleterre, et donc maintenant installée aux Pays-Bas depuis 11 ans, mariée à un Grec. Et donc on a 2 enfants qui vont à l'école néerlandaise. Donc l'Europe... Je pense que je le vis un peu au quotidien. Après mon parcours, je suis ingénieure de formation en France. Et après, j'ai commencé ma carrière dans la logistique internationale. Après, j'ai rejoint Heineken, où je me suis concentrée sur les sujets plus proches de mes valeurs personnelles. Donc d'abord, le programme de décarbonation de Heineken au niveau mondial. Et puis ensuite, le ça programme... doit être intéressant, ça. Ouais, il y a du boulot, donc c'est décarbonation de toute la chaîne de valeur. Donc en amont, aussi en aval, les frigos dans les supermarchés, les frigos chez les personnes, et bien sûr la production, les brasseries, l'énergie thermique qui est utilisée beaucoup dans le process de fabrication de la bière, mais aussi les ingrédients, le malt, le packaging, enfin bon... Je suis pas là pour parler de Heineken, mais ouais, c'était assez enrichissant et aussi assez... étendu géographiquement, donc les défis sont pas les mêmes au Brésil, au Vietnam ou aux Pays-Bas ou en France par exemple. Et t'as réussi à avoir beaucoup d'impact ? Ouais, c'était la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce rôle dans une grosse multinationale telle que Heineken, c'est que j'avais l'impression que même si j'arrivais à faire bouger de 1% l'empreinte carbone de Heineken, enfin de réduire de 1%, avec l'échelle immense des opérations dans 80 pays dans le monde, je pouvais vraiment avoir un impact important. Et aussi en interne, c'était un peu cette idée de faire changer les mentalités des dirigeants, des équipes sur le terrain pour transitionner pas seulement en optimisation des coûts, mais aussi en optimisation de l'impact sur la planète. C'est un peu le dilemme souvent des gens qui veulent... aligner, on va dire, leur profession avec leurs valeurs. Ouais. C'est est-ce que je vais à l'intérieur pour changer le système et du coup, potentiellement, j'ai plus d'impact, ou alors est-ce que je vais dans une société qui a vraiment, qui est complètement alignée depuis le début avec mes valeurs. Et ouais, c'est toujours un choix qui est pas forcément facile parce que parfois on se heurte à l'inertie des grosses boîtes comme ça. Mais bon, on divague, on digresse un peu. Ouais. Mais je te justement, laisse continuer. c'est pas mal ce que tu dis parce que j'ai aussi bossé sur l'économie circulaire chez Heineken, ce qui était aussi
assez riche sur le packaging circulaire, la revalorisation des déchets, les drèches, etc. Mais donc, j'en suis arrivée un peu au point dont tu parles, où j'avais l'impression que c'était lent. Les équipes développement durable étaient coupées dès qu'il y avait une restructuration. Donc, j'ai perdu un peu la foi. Et donc, j'ai choisi de changer de carrière et de rejoindre Fairphone. Donc là, vraiment, une entreprise à mission, une entreprise à impact. Donc Fairphone, c'est basé aux Pays-Bas. C'est une scale-up, environ 150 personnes aujourd'hui, je pense. Et leur mission, en fait, c'est de faire bouger les lignes de l'industrie électronique, de changer les pratiques pour être plus respectueuses de la planète et des personnes qui interviennent dans la fabrication des téléphones, mais aussi dans l'extraction des métaux qui sont nécessaires pour produire les téléphones, et puis aussi la modularité, la longévité pour qu'on puisse garder nos téléphones plus longtemps. Ça a été vraiment une révélation pour moi, parce que là, je suis arrivée dans une entreprise avec 150 personnes qui vivent la mission chaque jour, dans chaque réunion, dans chaque projet sur lequel on travaille. C'est la mission d'abord, l'impact, et après les résultats financiers, bien sûr, pour prouver qu'il y a un modèle économique qui marche. Puisque oui, je n'ai pas précisé, mais du coup, ils commercialisent des téléphones. Le Fairphone. Là, c'est le 5e qui est sorti, là. Le 6. 6, ouais. Qui est le Fairphone que tu gardes pour toute ta vie. Ouais. Non, le Fairphone 6, c'est vraiment super parce qu'en termes de compétences techniques, enfin de spécifications techniques, il est vraiment en pair avec des téléphones équivalents, à un prix qui n'est pas donné, mais qui est en ligne avec d'autres téléphones des géants, et vraiment, par contre, qui dure plus longtemps. Donc aussi, c'est intéressant financièrement, encore en modèle économique, puisque tu n'as pas besoin de racheter un téléphone tous les 2 ans. Tu peux avoir des updates Android pendant 10 ans. Tu peux changer les modules toi-même à la maison avec un tournevis. Donc, il y a tout un travail qui est fait sur aussi la longévité software, la longévité hardware et la circularité du produit. Donc, 3 ans chez Fairphone. Moi, j'étais chef de projet et je dirigeais l'équipe PMO, Project Management Office. J'ai beaucoup aimé. Fairphone reste proche de mon cœur et je reste une ambassadrice de Fairphone. J'ai mon Fairphone 4. Ils font des accessoires audio, donc j'ai aussi mon casque Fairphone toujours dans le train. Mais du coup, il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, j'ai choisi de rejoindre European Sleeper, donc toujours aux Pays-Bas, basé à Utrecht. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je pense que tu m'as invitée. C'est vrai qu'on parle plus de train que de téléphone en général. Ouais. Mais c'est super intéressant en tout cas comme parcours. Je trouve que tu as pu voir un peu différentes facettes de l'engagement professionnel. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pourquoi tu as choisi de quitter Fairphone pour European Sleeper ? Est-ce que c'était parce que tu trouvais que c'était un nouveau défi un peu plus motivant ? Est-ce que tu avais envie de changer de secteur ? J'étais plus forcément alignée. Il y a eu des changements dans les équipes de direction de Fairphone. Et c'était un peu le cas d'ailleurs le moment où j'ai décidé de quitter Heineken. J'étais plus forcément alignée avec la stratégie ou les nouvelles valeurs des nouveaux dirigeants. J'ai vite décidé que j'avais envie de partir, mais sans être pressée aussi. Mais l'opportunité European Sleeper s'est présentée assez rapidement en fait. Et donc le timing était parfait. Pour l'histoire, j'ai acheté 2 actions European Sleeper en me disant je veux faire partie de ce projet, de ce modèle coopératif. Et puis j'ai écrit à Elmer, l'un des 2 cofondateurs, en lui expliquant que j'aimerais contribuer plus et que je ne sais pas si mes compétences pourraient apporter de la valeur en fonction de ce qu'ils recherchent en ce moment. Et le fait que je sois française, alors qu'ils regardaient pas mal la France, mon background ingénieur, un peu technique, puis aussi la partie gestion de projet, ça cochait pas mal de cases pour lui. Et puis 1 mois plus tard, j'ai été embauchée. Bon, là, tu as pas mal spoilé les sujets qu'on allait aborder sur le système coopératif, etc. C'est bien, ça va donner aux gens l'envie d'écouter la suite. Et alors, quel est ton rapport au train ? Puisque du coup, de ce que je comprends, finalement, le train est ancré dans ton quotidien depuis assez récemment. Est-ce que déjà, tu avais une appétence pour le train ? Est-ce qu'on pouvait dire que tu étais accro ? Ou alors, est-ce que maintenant, on peut dire que tu es accro ? Oui, donc effectivement, j'ai pas une expérience très longue dans le ferroviaire, puisque avant European Sleeper, professionnellement, j'étais pas dans le ferroviaire. Donc, je découvre et j'adore. Il y a tellement de choses à apprendre. Tu es une grande auditrice de notre podcast ? Ah ouais, je pense que j'ai écouté pas mal d'épisodes. T'as écouté celui avec Clive ?
Non, pas encore. Historien, spécialiste Non, ouais, très j'ai pas encore renommé. écouté. Ça, si tu as envie d'en apprendre un peu plus sur l'histoire, ça peut être pas mal. Ce rapport au train, tu l'as nourri avec ton expérience chez European Sleeper ou déjà, quand même, tu Non. kiffais bien le train? Bien sûr, donc en partie, mais c'est vrai que le train quand même, je le pratique régulièrement puisque je le prends au quotidien pour aller au bureau. Aux Pays-Bas, ça marche pas mal j'habite à Amsterdam, le bureau est à Utrecht, donc je prends l'Intercity tous les jours. Je le prends assez souvent pour rentrer en France, pour voir ma famille, mes amis, donc l'Eurostar, comme ce matin, la ligne de train Paris-Clermont, que je pratique assez souvent pour aller voir mes parents. Qui n'est pas la plus simple. Non, mais justement, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème Ok. sur cette ligne, je touche du bois. Et puis, dans les pays où j'ai vécu, du coup, j'ai eu l'occasion aussi de prendre les trains domestiques dans les différents pays. Donc, je le pratique régulièrement. Donc, accro, je sais pas, mais Tu commences. j'aime prendre le train. Et j'aime transmettre ça à mes enfants. Et je trouve aussi que c'est un métier assez concret, facile à expliquer. Et ça, c'est forcément plus évident que quand j'expliquais mes rôles précédents dans mes entreprises précédentes, quoi, ou en tout cas les métiers précédents. En tout cas, ce que je trouve intéressant dans ce que tu racontes, c'est que moi, je me reconnais un peu dans ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, c'est, on va dire, l'écologie qui m'a amené au train Oui, moi il y a aussi. quelques années, C'est il y a vrai, peut-être j'en ai 5 pas ans. parlé. Et en gros, le train, je le prenais, voilà, mais bon, j'aimais bien ça, mais pas plus, quoi. C'était un mode de transport. Et le fait de maintenant travailler un peu dans cette industrie, de rencontrer des gens, des experts, etc., comme tu le disais, je trouve que c'est un secteur qui est vraiment fascinant au niveau historique, au niveau des défis technologiques, mécaniques, etc., mais aussi sur le plan politique, économique. Enfin, ça couvre tellement de sujets et c'est vrai que quand tu commences à tirer le fil, après c'est sans fin, quoi. Et donc je comprends totalement le sentiment. Il y a encore tellement de choses à faire. Exactement. Donc c'est aussi pour ça que c'est assez palpitant de bosser dans cette industrie aujourd'hui. Et alors, avant de te poser la prochaine question, puisque je vais te demander de nous présenter European Sleeper, pour être totalement transparent, je vais juste faire un petit disclaimer, on va dire. Vous êtes nos partenaires, et d'ailleurs j'en profite pour dire qu'on propose en ce moment 20% de réduction sur les billets European Sleeper. Donc ça, c'est valable jusqu'à la fin d'année. Donc si jamais vous faites partie du club Ourail, c'est-à-dire que vous avez soutenu notre campagne Ulule, eh bien vous pouvez acheter vos billets avec 20% de réduction. Donc ça, c'est une super offre. Cela dit, cet épisode, il n'est pas sponsorisé. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas payé pour ça. Mais je voulais quand même préciser que il y a des liens, on va dire, un peu commerciaux entre nous. Mais cela dit, je vais quand même essayer de rester le plus objectif possible et de pas non plus transformer cet entretien en publi-reportage. Donc je vais te poser aussi des petites questions parfois pour te titiller. Mais voilà, l'idée ce serait que peut-être tu nous parles un peu de European Sleeper, même si tu as déjà un peu teasé, et que tu nous expliques quand est-ce que ça s'est créé, qu'est-ce que vous faites, quelle est l'ambition, etc. Évidemment, on va en reparler, mais peut-être une présentation un peu générale. Alors, European Sleeper, je vais commencer par la mission, peut-être. Donc, la mission, c'est de connecter l'Europe, les villes européennes, avec des trains de nuit, plus de trains de nuit, qui sont à la fois confortables, mais accessibles au plus grand nombre. C'est une coopérative qui a été créée en 2021 par deux cofondateurs, Chris Engelsman et Elmer van Buren, néerlandais tous les deux. Donc, la coopérative est néerlandaise. On est basé aux Pays-Bas. Et donc, grâce au financement des membres qui ont rejoint la coopérative, on a pu lancer une première ligne de train de nuit commerciale donc, entre Bruxelles et Berlin en mai 2023. Donc, une ligne permanente avec 3 allers-retours par semaine. Et un peu moins d'un an plus tard, mars 2024, on a étendu la ligne jusqu'à Prague. Et donc aujourd'hui, cette ligne tourne toute l'année, 3 allers-retours par semaine, de Bruxelles à Prague, en passant par Amsterdam et Berlin. Et d'autres arrêts en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en République tchèque. Mais donc les capitales, je mentionne les arrêts majeurs. European Sleeper, du coup, on est une équipe entre 20 et 25 personnes. Assez international, mais du coup ce qui fait la force pour moi de European Sleeper, c'est bien sûr l'équipe, mais aussi les partenaires. Donc le modèle, c'est que on fait pas rouler les trains nous-mêmes, on travaille dans un écosystème avec des partenaires qui nous permettent de réaliser ces services. Donc il y a à la fois les partenaires pour l'attraction, pour l'accès au réseau dans les différents pays qu'on traverse. L'attraction, expliquer que c'est les locomotives. Ah ouais, pour les locomotives et le personnel, les conducteurs de train, les licences pour avoir accès au réseau des différents pays qu'on traverse.
le matériel roulant qu'on loue aujourd'hui. Donc, c'est important de préciser qu'on n'est pas propriétaire de wagons, de voitures aujourd'hui ou de locaux. On loue le matériel à des partenaires. Et donc, si j'ai bien compris, c'est un prestataire pour la traction, donc pour tout ce qui est conducteur plus locomotive, et un autre prestataire pour la location des voitures avec, pour là où les clients dorment. Ouais, même plusieurs. Donc, pour la location du matériel roulant, on a plusieurs prestataires. Et pour les opérations, on a aussi plusieurs prestataires en fonction des pays dans lesquels on circule. Par exemple, je ne l'ai pas mentionné, mais on a fait une ligne cette année, en début d'année, février-mars, une ligne saisonnière entre Bruxelles et Venise, qui passait donc par 5 pays. Donc, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Autriche et Italie. Et donc, l'idée, c'était de desservir les Alpes autrichiennes et les Alpes italiennes et Venise, avec le carnaval de Venise, pendant 2 mois. Et donc là, on avait un partenaire différent, par exemple, pour l'Italie. Donc ça dépend des pays dans lesquels on circule. Petite précision pour cette ligne, on a fait le choix de ne pas la reconduire parce qu'on préfère se concentrer sur justement de lancer des lignes permanentes avec des offres pérennes qui continuent dans le temps, parce que c'est un peu un type de service différent, des lignes qui sont juste sur une période restreinte pour quelques circulations. Et donc, on a choisi c'est quand même beaucoup d'efforts pour notre petite équipe. Et donc, on préfère se concentrer sur vraiment des lignes qui durent. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Parce que on a été, effectivement, on a testé le trajet inaugural. Qui était, c'était un bon moment, mais c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait quand même beaucoup d'efforts déployés pour en fait des complications avec le nombre de pays traversés, plus le côté effectivement saisonnier qui fait que c'est quand même, je pense, plus compliqué. Et en fait, c'est vrai que si vous voulez être pérenne, peut-être qu'il faut mieux avoir des lignes vraiment bien installées, comme vous le faites sur Bruxelles-Prague, ça c'est génial. Mais on ne regrette pas de l'avoir fait quand même, parce qu'on a pas mal appris du projet. On a pu devenir candidat à l'accès au réseau dans 2 nouveaux pays. Donc on a circulé dans 2 pays supplémentaires, l'Autriche et l'Italie. On a appris aussi que le timetable, les horaires étaient trop longs en fait, entre Bruxelles et Venise. Donc on a aussi appris les choses qu'on ne devrait pas refaire. Ouais, puis vous avez participé à un c'était imaginaire. un peu le concept de pilote. Ouais. On a fait la même chose pour la voiture restaurant. On teste, on fait des itérations, on s'adapte, on voit les résultats au niveau financier, mais au niveau retour client. Et puis pour nous aussi, en termes de ressources, pour ensuite informer les décisions futures et les projets futurs. Ouais, il y a vraiment cette approche un peu start-up, on va dire, où vous testez, test and learn, comme on dit en anglais. Vous testez des choses, vous voyez si ça marche, il y a des choses à corriger, etc. quoi. Ouais, après, on est quand même prudent parce que lancer une nouvelle ligne de train de nuit, on y reviendra sûrement, mais c'est pas anodin quand même, c'est quand même un certain investissement. On peut pas se permettre de lancer des lignes tous les 4 matins juste pour essayer et tester la demande. C'est quand même un gros projet. Et donc là, c'est le cas du Paris-Berlin, dont on va reparler, je pense. Mais on ne se lance pas dans tous les projets non plus. Ouais. Bon, super. Je pense qu'on a on va dire une photo globale de la situation et de ce qu'est European Sleeper. Maintenant, j'aimerais qu'on élargisse un petit peu sur le contexte général du train de nuit en Europe. Pour celles et ceux qui suivent l'actualité du train de nuit, c'est vrai qu'il peut y avoir des signaux pas très positif, notamment le retrait de la subvention sur les liaisons Nightjet qui étaient donc opérées par SNC Voyageurs, OBB et en partenariat aussi avec l'ADB, etc. Donc sur les liaisons Paris-Vienne, Paris-Berlin. Il y a aussi une subvention qui a été coupée sur Stockholm-Berlin, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, on assiste, si on regarde un peu l'actualité, on assiste presque à un petit désengagement des forces publiques en Europe. Comment vous, en tant que European Sleeper, vous arrivez à naviguer dans ce contexte qui n'est pas très encourageant? On veut montrer qu'on peut atteindre l'équilibre économique avec une ligne de train de nuit. Et que du coup, c'est possible d'offrir un service de train de nuit sans subvention nécessaire, en tout cas des subventions permanentes. Donc ça ne peut pas s'appliquer à toutes les lignes, et c'est pour ça qu'avant de se lancer dans une ligne aussi, on doit quand même vraiment s'assurer que le modèle économique est solide. Donc c'est le cas pour Paris-Berlin. Et du coup, le démarrage, quand même, nécessite un certain effort financier pour se faire connaître, pour s'implanter dans un nouveau pays. Et aussi parce qu'un train ne sera pas rempli dès le premier jour, dès le premier mois. Donc, le modèle économique dépend vraiment du taux de remplissage. Ça prend toujours un certain temps pour atteindre un peu la phase
phase de croisière, la phase de stabilité. En fait, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que vous considérez qu'il n'y a pas spécialement de différence entre, par exemple, la grande vitesse et le train de nuit, puisque aujourd'hui, un nouvel entrant sur le marché français, par exemple, en grande vitesse, il a des avantages, on va dire, il paye moins cher ses redevances pour utiliser le réseau, etc. Donc finalement, on les accompagne pour lancer cette nouvelle offre, pour se faire connaître, etc. Parce qu'il y a effectivement beaucoup d'investissements. Et pour toi, c'est un peu pareil pour le train de nuit. Il y a besoin de cet accompagnement, que ce soit sous la forme de subvention ou, je sais pas, de réduction de certains frais, etc. Mais qu'une fois que tu as fait connaître ton offre et que tu as un truc qui roule, il n'y a pas de raison de continuer la subvention. Tu peux avoir un équilibre économique qui est pérenne. Ça dépend des lignes. Donc pour le Bruxelles-Prague, par exemple, tel qu'on l'opère aujourd'hui, ou le Paris-Berlin, oui, on pense qu'on peut atteindre la rentabilité et que du coup, à terme, des subventions ne sont pas nécessaires. Mais pour d'autres lignes, telles que Paris-Aurillac, je pense que l'équilibre économique est peut-être plus difficile à atteindre. Certaines lignes, je pense, ont besoin de subventions si elles veulent être maintenues pour le service public. Ouais, là, on parle vraiment de lignes entre grandes capitales européennes. Oui, voilà. Et même, il faut voir, justement, pour nous, le train de nuit fait sens pour des distances entre 1000 et 1500 km. Et selon nous, on ne veut pas faire d'arrêt commercial entre minuit et 6 heures du matin pour un sujet confort, parce que du coup, par exemple, si les passagers sont dans une cabine partagée et qu'il y a des gens qui vont et qui viennent en milieu de la nuit à 2 heures du matin, c'est pas agréable, c'est pas confortable, ça nous réveille. Et aussi en termes de sécurité, d'avoir des gens qui rentrent et qui sortent du train pendant toute la nuit, ça donne pas un sentiment très sûr. Donc là, on sait que le train, il roule de minuit à 6 heures du matin. Il y aura peut-être des arrêts de service pour la relève du conducteur ou d'autres sujets techniques, mais pas d'arrêt commercial pendant la nuit. Donc, avec ces contraintes-là, ou ces paramètres-là, après, il faut voir sur quelle connexion entre 1000 et 1500 km avec les arrêts du soir et les arrêts du matin, ça peut s'appliquer. Donc ça marche pas pour toutes les paires de capitales, mais oui. Et alors justement, sur la liaison Bruxelles-Prague, est-ce que vous êtes proche de l'équilibre ou est-ce que vous êtes peut-être déjà atteint l'équilibre ? On s'en rapproche. On ne l'a pas encore atteint, pour être vraiment transparente. Mais donc on voit justement cette phase de démarrage, de ramp-up, où chaque année, on vend plus de billets. On s'améliore aussi, on se professionnalise en termes de tarification dynamique et du coup revenu par passager pour optimiser un peu l'offre et la demande. Et du coup, on se rapproche de l'équilibre. Donc sur une année, on n'est pas encore à l'équilibre, mais par contre, sur les mois de haute saison, moyenne saison, on atteint l'équilibre. Mais après, toute la subtilité, c'est en fait les mois de basse saison où là, les coûts sont plus hauts que les recettes. Et donc, pour que ça puisse s'équilibrer pendant l'année, on n'est pas encore à ce point-là. Mais on espère que d'ici la fin 2026, on atteindra l'équilibre. Après, on rentre dans le modèle économique, mais du coup, il y a le sujet de comment stimuler la demande, comment stimuler la vente des billets. Donc, les canaux de distribution, c'est important parce que donc, on distribue sur notre site internet propre les billets, mais on distribue aussi par l'intermédiaire de partenaires. Donc, par exemple, Trainline, Omio, mais aussi les plateformes de distribution de certains opérateurs historiques, par exemple la SNCB ou České dráhy en République tchèque, vendent aussi nos billets. Donc SNCB pour la Belgique et České dráhy pour la République tchèque. Pour la République tchèque. Et on est en discussion avec les autres. Donc les discussions avancent plus ou moins rapidement selon les opérateurs historiques. Mais ça pour nous, c'est quand même l'opportunité d'être visible là où les usagers ont l'habitude d'acheter leur billet de train. Et donc ça, c'est assez important. Ok, mais donc vous en êtes pas très loin. Oui, donc pour revenir à ta question, pardon, on s'en rapproche. Bon, ça c'est plutôt encourageant. Et alors, si on élargit un peu le sujet du train de nuit, on a vu un autre projet qui avait fait pas mal parler à l'époque, c'était Midnight Trains. Et malgré l'engouement que ça a suscité, ça n'a pas pu se concrétiser, alors qu'ils avaient déjà réussi à lever des fonds, etc. En quoi vous êtes différents ? Alors déjà, je pense que c'était un beau projet. Hein. Je lisais leur newsletter toutes les semaines et je trouvais leur transparence assez inspirante. Donc déjà, je pense que l'offre est différente. Je pense que Midnight Train était plus sur un produit haut de gamme, plutôt premium. Pour European Sleeper, l'offre est plutôt couvre
couvre un panel assez large. Donc, on offre plusieurs classes de confort et on essaie de s'adresser à la fois aux petits budgets avec des compartiments sièges, places assises partagées qui sont dispo à partir de 30 €. Et puis après, on a les compartiments couchettes et puis les compartiments voiture-lit qui peuvent être privatisés. Donc, on peut offrir plus d'intimité, plus de confort pour ceux qui sont prêts à payer plus pour avoir accès à ce confort. Donc, il y a un peu une différence, je pense, dans la cible. Ensuite, eux ont fait le choix directement d'acquérir leur propre matériel roulant. Donc, je crois qu'ils ont regardé à la fois neuf et rénové du matériel existant. Et du coup, ça, c'est quand même des sommes qui sont assez conséquentes. Pour être transparent, nous aussi, on regarde le sujet depuis 2022 déjà pour rénover des voitures pour les rendre plus adaptées aux besoins des voyageurs en 2025 et jusqu'en 2050 d'ailleurs, parce qu'on espère qu'elles puissent durer longtemps. Mais du coup, pour pouvoir lever ce type de fonds, c'est compliqué quand on n'a pas encore démarré. Donc le modèle que European Sleeper a choisi, c'est de faire nos preuves, de faire rouler des trains avec ce qu'on a de disponible, donc en louant du matériel qui, certes, n'est pas neuf, c'est assez vintage et justement un peu patchwork aussi, puisqu'on a différents loueurs, différents types de matériel. Mais en faisant rouler des trains, on prouve qu'on peut le faire, qu'on peut traverser des frontières, que la demande est là aussi, puisqu'on remplit de plus en plus nos trains. On gagne en expérience aussi, parce qu'on apprend chaque jour, avec chaque train qui roule, on apprend des choses, l'équipe se professionnalise, et puis on a aussi les retours clients. Donc on arrive mieux après à comprendre vraiment quels sont les besoins et mieux préparer la suite. Donc ça, c'était un peu la différence où Midnight Train, finalement, est resté conceptuel, intéressant, mais du coup, il n'y avait pas de pratique, de concret dans leur offre. Ouais, et puis peut-être ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, pour acheter du matériel, bon, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Il y a Velvet récemment qui a levé 1 milliard pour acheter des rames. Je crois que c'est une dizaine ou une 12. douzaine de rames. Ouais. Bon, c'est de la grande vitesse, donc c'est peut-être des rames un peu plus chères que pour du train de nuit, mais l'ordre de grandeur reste quand même valable. Donc voilà, 1 milliard d'euros, il faut quand même aller les chercher. Là, en plus, ils ont réussi à lever parce que y a Rachel Picard, qui est une ancienne de SNCF, qui connaît super bien le secteur, etc. Je pense que ça a beaucoup joué. Donc c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde d'aller lever ces sommes pour de l'achat de matériel. Et donc effectivement, le fait d'avoir déjà des opérations sans matériel propre, ça peut effectivement rassurer après pour la suite. Ok, donc en gros, ce que je retiens, c'est que la différence par rapport à Midnight Train, c'est que c'est pas le même positionnement. Vous êtes peut-être sur un positionnement un peu plus mass market. Vous allez chercher à toucher plus de monde et peut-être un peu moins premium. Et puis, votre stratégie de déploiement, elle est différente puisqu'il n'y a pas de volonté de, entre guillemets, mettre la charrue avant les bœufs, si j'ose dire. Pas de volonté d'acheter le matériel avant d'avoir fait un peu la preuve des opérations. Ouais, c'est ça. Et puis après, le modèle coopératif aussi, qui est un peu différent dans la façon dont on finance notre démarrage. Ouais, ça, on va pouvoir y revenir. Et alors, moi, l'autre question, c'est... malgré la crise, je ne sais pas si on peut parler de crise, mais malgré les petits signaux négatifs qu'on peut voir avec le retrait de certaines subventions, etc., je pense qu'on peut dire que le train de nuit aujourd'hui bénéficie d'un énorme capital sympathie. Je pense que ça, tu dois le vivre un peu au quotidien. Nous, on le voit parfois sur nos publications en lien avec du train de nuit. Il y a plutôt plus d'engagement. Enfin, voilà, il y a une partie de la population française et européenne qui a envie de plus de train de nuit. Et ça, je pense que c'est ce que tu évoquais un peu avant, c'était le côté un peu romantique, un peu magique de se réveiller à des milliers de kilomètres. L'expérience. Voilà. Il y a le côté aussi pratique, le fait de pouvoir, entre guillemets, rentabiliser son temps de sommeil pour se déplacer. Et évidemment, l'aspect écologique qui est super important. Mais alors, comment on transforme cet imaginaire positif en un modèle durable et rentable ? D'une part, je commencerai par la communauté. Du coup, justement, tout cet engouement pour le train de nuit, cet intérêt, on essaie de le cultiver, d'une part par notre modèle coopératif, du coup, en invitant les intéressés à devenir copropriétaires et donc non seulement nous aider financièrement, mais aussi devenir acteurs et vraiment participer au projet. C'est une richesse d'avoir tous ces membres qui sont nos meilleurs ambassadeurs. Et puis aussi, du coup, ils partagent leur expertise avec nous.
ce qui nous aide vraiment à avancer. On a des membres qui sont issus de grands constructeurs et du coup qui nous aident justement sur le sujet d'achat du matériel roulant, à pouvoir entrer en contact avec des constructeurs et à mieux préparer nos demandes, à mieux comprendre les enjeux. Donc ça, c'est hyper riche. Donc en général, je pense que on est bien entouré, en fait, je dirais, à la fois du côté aussi public, à la Commission européenne. On avait été sélectionné comme pilote, le projet Amsterdam-Barcelone a été sélectionné comme pilote de la Commission européenne, donc ils nous accompagnent un peu pour relever les défis auxquels on fait face, la communauté et puis les voyageurs, en fait, qui sont dans le train. Parce que, donc, on a fait voyager aujourd'hui 230 000 passagers jusqu'à maintenant. Bah, pour SNCF, c'est pas grand-chose, mais pour nous, ça fait beaucoup. Et derrière ces chiffres, il y a des histoires, il y a des personnes. Et pour moi, c'est toujours ce qui me donne le plus d'énergie, en fait, c'est quand je suis dans le train, dans notre train, et que je discute avec les passagers et je comprends un peu leur histoire, pourquoi ils ont choisi European Sleeper, où ils vont, est-ce qu'ils sont en famille, est-ce qu'ils sont en couple, avec des amis, ils sont pour le travail, etc. De comprendre un peu leur histoire. Et du coup, ça, je me dis qu'il faut essayer de le cultiver et de les écouter pour pouvoir toujours adapter et offrir un meilleur service. Et après, sur la rentabilité, évidemment, il faut que le modèle économique tienne, parce que l'idée, c'est pas qu'on continue de lever des fonds pour dépenser l'argent des membres. C'est vraiment qu'on arrive à atteindre la rentabilité et qu'on puisse lancer plus de lignes et vraiment élargir le réseau au niveau européen. Ouais, en gros, il faut pas que le modèle coopératif devienne une excuse pour ne jamais chercher la rentabilité. C'est ça que je comprends. Non, ouais, clairement. Et depuis le début, c'est pas du tout l'idée. Et du coup, là, justement, plus on avance pas à pas, mais plus on est convaincu qu'on peut atteindre la rentabilité, que si les conditions sont réunies avec des bons sillons, fiables toute l'année, avec la distribution des billets sur les canaux de vente disponibles, accès au matériel roulant, idéalement, ça pourrait vraiment permettre d'améliorer l'offre. On peut vraiment avoir un produit train de nuit qui s'autofinance, quoi. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des freins, on va dire, peut-être qu'il y a des explications au niveau de la législation, etc., sur le fait que c'est un modèle qui est quand même pas simple, le train de nuit, même si on y croit. Si tu avais la possibilité de changer une seule règle en Europe, justement pour accélérer la renaissance du train de nuit, laquelle ce serait ? Il y en a beaucoup. Donc, je sais pas, pour choisir une, je peux en dire 3 ? Allez. Ok. La première, je dirais, c'est pas lié au train, mais c'est plus sur la fiscalité de l'avion, de l'aérien, où il y a quand même un certain nombre d'avantages fiscaux pour l'aérien qui selon moi, sont pas forcément justes. Et du coup, j'aimerais qu'ils soient révisés. Les compagnies aériennes, mais du coup aussi les prix des billets d'avion reflètent vraiment le coût réel pour la planète et puis pour la société, la société en général. Voilà. Et donc, je pense que ça, du coup, ça rendrait un peu plus compétitif le prix des billets train de nuit par rapport au prix des billets d'avion. Ça, juste pour préciser, en gros, les gros sujets d'injustice fiscale entre le train et l'avion, il y a le fait que l'énergie n'est pas taxée pour l'avion, le kérosène n'est pas taxé, alors que vous, l'électricité, elle est taxée. Deuxième sujet, c'est la TVA pour les liaisons entre des pays différents. Sur l'avion, il n'y a pas de TVA. Donc sur le train, dans beaucoup de pays en Europe, il n'y en a pas non plus pour les trajets internationaux, dont la France. D'accord, ok. Parce que ça, j'avais cru comprendre que justement, il y avait quand même de la TVA dans certains pays, oui. Par exemple, l'Allemagne, la Belgique. Mais la Belgique, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne suis pas sûre. Mais la France, on ne paye pas la TVA pour des trajets internationaux. Ah bah ça, c'est bon à savoir. Ok. Et puis après, il y a un troisième sujet qui est peut-être un petit peu moins évoqué, mais que moi je trouve super important, c'est que il y a beaucoup d'aéroports qui sont complètement déficitaires, qui ne vivent que grâce à de l'argent je parle de la France, mais qui ne vivent que grâce à de l'argent des chambres de commerce, etc., des chambres de commerce et d'industrie. Je crois que c'est 70% des aéroports en France qui sont déficitaires et qui ne survivent que grâce à de l'argent public.
Donc forcément, comme ils ont des subventions, ça leur permet de faire des offres préférentielles à des compagnies comme Ryanair, etc. Et donc évidemment, tout ça, ça permet au système de continuer à proposer des prix pour des vols qui sont absolument aberrants, du genre un aller-retour pour aller en Irlande à 20 € ou des choses comme ça, quoi. Et donc c'est vrai que ça crée une concurrence qui est un peu déloyale entre le train et l'avion. Ouais. Merci de la J'ai bien résumé? Non, ouais, exactement. Donc ça, c'était ma numéro 1. Après, numéro 2, on en a parlé déjà, mais c'est l'accès au matériel roulant. Et donc, je pense que l'Europe pourrait jouer un rôle en mettant en place certains dispositifs pour pouvoir permettre de dérisquer le financement du matériel roulant pour des entreprises comme nous, des nouveaux entrants qui n'ont pas forcément des garanties, qui n'ont pas forcément des réserves énormes de cash pour pouvoir garantir ces investissements. Et donc, l'Europe ou les États membres pourraient vraiment jouer un rôle. Donc, pas forcément débourser de l'argent, mais peut-être se présenter comme garant pour que les fonds d'investissement qui sont plutôt frileux sur l'investissement dans le matériel roulant. Et tu parlais de Velvet tout à l'heure avec les TGV, mais d'autant plus avec du matériel de train de nuit qui est quand même assez niche et du coup qui, je pense, les rend d'autant plus précautionneux sur débourser quand même des centaines de millions d'euros pour des trains de nuit. Donc ça, c'était le numéro 2, matériel roulant. Et ça, excuse-moi, ce sujet-là, vous l'avez porté justement ? Ouais. Et il y a des embryons d'intérêt de la part des députés européens ou... On entend parler du sujet. Et du coup aussi, on pense que les États membres, c'est difficile. Donc on échange bien sûr avec les ministères des différents pays. Donc le contexte du pilote, par exemple, nous aide à porter des sujets comme ça, soutenus par la Commission européenne. Du coup, avec Amsterdam-Barcelone, dans ce cas, on échange avec le ministère néerlandais, belge, français et espagnol. Parce qu'il y a un sujet aussi, c'est que ça doit être équitable. Par exemple, la ligne Paris-Berlin était subventionnée par la France, mais pas par l'Allemagne. Et donc, c'est vrai qu'après, ça crée un peu des déséquilibres entre les États sur des trajets internationaux. Donc, oui, je pense qu'il y a des échanges, mais pour l'instant, rien de très concret. Ok. Et alors, le troisième point ? Et le troisième point, la distribution. Ouais. Le sujet avance et on voit que, ce que je disais, on a des discussions avec les différents opérateurs historiques pour être distribués sur leur plateforme. DB, par exemple, on est au moins affiché sur leur site. On ne peut pas acheter les billets sur le site de DB, mais au moins le train est affiché. Donc, il y a des étapes, il y a des histoires aussi, bien sûr, de partage des données, etc. Donc, il y a aussi un aspect technique. Mais du coup, je pense que la Commission européenne peut jouer un rôle pour favoriser la distribution des billets. Là, ce que je disais tout à l'heure, là où les gens ont l'habitude d'acheter leurs billets. Mais ça, c'est pareil, c'est un sujet qui est en discussion en ce moment. Et donc, je pense que les choses avancent, mais ça prend du temps, toutes ces discussions. Ouais. Bon, du coup, comme tu as pas mal répondu, tu as déjà donné pas mal d'éléments sur le modèle coopératif. J'avais préparé toute une partie pour comprendre un peu pourquoi vous aviez choisi ce modèle. Mais en gros, si je résume, c'était à la fois pour le capital, évidemment, mais aussi pour un peu avoir des ambassadeurs. Et aussi, on a vu tout l'apport, toute la valeur ajoutée que ça avait d'avoir des gens qui font partie qui peuvent vous conseiller sur certains sujets, vous faciliter certaines prises de contact. Donc, je pense que là, les gens ont certainement bien compris. Par contre, moi, l'autre question que je vais avoir sur ce modèle coopératif, je vais parler de l'exemple de Railcoop. On a reçu justement quelqu'un qui était administrateur de Railcoop. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous encourage à aller l'écouter. C'est un épisode qui était aussi super intéressant. Donc malheureusement, l'exemple de Railcoop, malgré encore une fois tout l'engouement et toutes les attentes qui ont été placées dans le projet, ça s'est soldé par un échec. Et du coup, c'est pas forcément très rassurant sur le modèle coopératif. Toi, qu'est-ce que tu peux répondre aux personnes qui justement se disent le modèle coopératif, est-ce qu'on peut vraiment y croire ? Je comprends, on a souvent la question. Donc déjà, pour commencer, Railcoop, c'était une belle idée. Et en tant que Clermontoise, mes parents sont de Montluçon. Donc j'ai été assez connectée avec le projet. Je pense que déjà, la différence, c'est que la proposition n'est pas la même. Pour Railcoop, c'était plus des déplacements du quotidien avec plein d'arrêts intermédiaires entre Bordeaux et Lyon. Alors que nous, c'est plus du voyage international entre les pays. Donc ça peut être pour des vacances, mais aussi pour professionnels et tout. Donc plusieurs raisons, mais pas des déplacements au quotidien.
Et du coup, je pense que sur cette ligne en particulier, le modèle économique pour atteindre la rentabilité devait être quand même plus difficile à atteindre, j'imagine. Et de nouveau, le matériel roulant, où ils ont fait le choix de directement acquérir du matériel roulant avec le projet de rénovation qui représente quand même des coûts importants. C'est ce qu'on le voit aussi, nous, dans les projets qu'on étudie. Donc nous, on a fait le choix de se lancer avec ce qu'on avait à dispo. Donc un peu la même chose que Minda et Trent, je dirais, là-dessus. Ils ont fait le choix de commencer par le fret, du coup, il me semble. Et c'est vrai que nous, on concentre vraiment tout notre apprentissage et gain d'expérience sur le produit train de nuit. Donc, si on devait faire un train de fret demain, on ne saurait pas faire. On n'a pas du tout les compétences, c'est pas les mêmes clients, c'est pas du tout le même marketing. Enfin, c'est complètement différent aussi en termes opérationnels, j'imagine. On a choisi dès le départ, se concentrer sur le voyageur, de faire rouler les trains dès que possible et d'apprendre. Et on fait rouler des trains. Aujourd'hui, on a fait voyager 230 000 personnes. Donc, Railcoop n'a pas réussi à atteindre cette phase-là de pouvoir accueillir des voyageurs. Oui, et puis je pense qu'il y avait un sujet aussi, c'est qu'ils avaient choisi une ligne Ouais. avec un réseau qui était quand même en très mauvais état. Là où Oui, vous c'est avez vrai. peut-être plus de marge de manœuvre. Déjà, vous pouvez choisir des itinéraires peut-être un peu différents si jamais il y a des travaux ou des choses comme ça. Pour eux, c'était un peu plus compliqué, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi une notion de réseau, quoi. Ouais, c'est vrai. On va pas dire que pour nous, tracer les sillons, c'est facile non Ouais. plus, parce qu'on parle de 1200 km dans le cas Paris-Berlin, par exemple, à travers 3 pays. Donc, il y a aussi certains défis. D'ailleurs, je salue le travail de tous les horaristes qui travaillent en ce moment chez Infrabel, chez DB Infrago et chez SNCF Réseau sur la construction du sillon sur ces 1200 km. Donc, il y a aussi des défis, mais ça doit être des défis différents, effectivement, parce que il y a plus d'alternatives. Après, sur justement les lignes en mauvais état, oui, j'imagine. Enfin, je comprends que ça a été un challenge pour Railcoop. Pour nous, là, pour le Paris-Berlin, on y revient, je pense, mais on a prévu de passer par le nord, entre Paris-Nord et la frontière à Mons. Donc je pense que c'est une ligne qui est assez pratiquée, mais par exemple on travaille aussi sur le Amsterdam-Barcelone avec SNCF Réseau depuis plusieurs années, et là on traverse vraiment la France de bout en bout, et je pense, c'est vrai qu'ils évitent peut-être quand même le centre-centre, donc peut-être qu'on passe sur des lignes qui sont peut-être plus récentes que les lignes que Railcoop auxquelles Railcoop a dû se confronter. Mais bon, il y a aussi des défis avec le traçage, et c'est vraiment un travail de fourmi pour pouvoir trouver des sillons qui marchent toute l'année, la coordination au point frontière entre les différents GI des différents pays. Les différents GI, pardon, gestionnaire d'infrastructure. Oui. Donc l'équivalent de SNCF Réseau pour les autres pays. Mais du coup, ça, on sait faire. On a l'expérience aujourd'hui avec le Bruxelles-Prague de traverser 4 pays. Donc, on coordonne 4 GI au quotidien sur les sillons qui bougent beaucoup parce qu'il y a aussi beaucoup de travaux en Allemagne. Ça demande beaucoup d'efforts de notre équipe et des équipes de GI, mais c'est possible. Ouais. Et on voit vraiment une évolution d'ailleurs dans les relations, dans les relations de travail avec SNCF Réseau et les coordinations internationales. Oui, en gros, ce que tu veux dire, c'est que, c'est peut-être que la ligne entre Bordeaux et Lyon était très compliquée, mais que vous aussi, vous avez quand même pas mal de défis à relever sur ces liaisons avec plusieurs pays, etc. Oui, en Allemagne aussi, on passe aussi dans la campagne allemande en plein milieu de la nuit. Donc, on a aussi des challenges. Et puis l'Allemagne, on sait ce que c'est en ce moment, pour avoir déjà fait une vidéo sur le sujet. Super, alors tu t'as un peu teasé, là depuis le début de l'épisode on parle pas mal du Paris-Berlin, je pense qu'on va se concentrer un peu là-dessus, puisque vous avez donc annoncé votre volonté de reprendre cette liaison qui va être abandonnée par SNCF Voyageurs à partir du 14 décembre, si je dis pas de bêtises ou un truc comme ça. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir choisi de vous positionner sur cette ligne et qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez mieux vous en sortir que SNCF Voyageurs qui a quand même des moyens autrement, plus important. Ouais. Alors pourquoi cette ligne donc pour être honnête, on n'avait jamais vraiment envisagé de se positionner sur ce service-là puisqu'il existait déjà. Donc c'était pas l'idée pour nous d'aller
d'aller offrir un service qui est déjà là, et donc on se concentre plutôt pour développer l'offre et offrir plus de lignes de train de nuit. Mais du coup, donc le 29 septembre, quand l'annonce est tombée, on s'est mis à réfléchir assez rapidement. Est-ce que ça ferait sens pour nous de relancer cette ligne ? On est déjà présent en Allemagne, on fait déjà rouler des trains, on dessert déjà Berlin depuis 2 ans et demi. Et on travaille déjà en France depuis un certain temps dans le cadre du pilote, du projet Amsterdam, Bruxelles, Barcelone. Donc on échange déjà souvent avec SNCF Réseau. On est membre de l'AFRA, l'Association française du rail, depuis l'année dernière. Et on échange déjà pas mal avec les parties prenantes en France. Donc c'était pas un territoire complètement nouveau pour nous. Donc à première vue, ça pouvait peut-être être un bon match avec notre empreinte. Et après, donc, on s'est penché sur le modèle économique. Est-ce qu'on peut trouver une équation qui tient la route ? Donc, on a commencé à échanger avec différents partenaires, justement, pour comprendre comment les coûts seraient montés. On a fait aussi des analyses demand forecast modeling de projection, de demande, des modèles un peu théoriques, mais du coup, on travaille avec un bureau d'études qui fait ça, qui est assez pro et qui travaille d'ailleurs pour certains gouvernements et la Commission européenne ou Railnet Europe. Et donc, on a vu que les résultats étaient super positifs, surtout pour la connexion entre Paris et Berlin qui passerait par Bruxelles. Donc tous ces premiers échanges, ces discussions ont vraiment commencé à nous confirmer que oui, on pouvait y aller. Après, bien sûr, on voulait s'assurer. Donc le matériel roulant, ça c'était un sujet très important. Est-ce qu'on peut trouver le matériel roulant ? Et on a eu la chance de sécuriser le matériel roulant. On a signé le contrat il y a 2 semaines. Donc c'est pas parce que j'ai lu dans la presse des fois que ce serait le même matériel roulant qu'on utilise pour Bruxelles-Prague. Non, c'est du nouveau matériel roulant. Bruxelles-Prague va continuer 3 jours par semaine, mais du coup, en fait, le train roule 6 jours par semaine, donc on ne peut pas utiliser ces voitures-là. Donc on a mis en place l'allocation réservée d'un nouveau matériel roulant, de nouvelles locomotives pour cette ligne Paris-Berlin en particulier. Et après la sujet des sillons, donc directement, on s'est mis en relation avec SNCF Réseau, Infrabel, DB Infrago pour voir la faisabilité du tracé, surtout du nouveau tracé qu'on considérait par Bruxelles. C'est pas encore acté, on n'a pas les sillons commandés, livrés, mais on a des échanges quasi quotidiens avec les 3 gestionnaires d'infrastructure et on est assez confiant sur le fait qu'on n'aura peut-être pas une timetable, des horaires parfaits, optimaux, mais on aura quand même des horaires qui peuvent nous permettre de lancer un service assez attractif, quoi. Ouais, et puis il y a peut-être ce côté, il y a une ligne existante qui va être supprimée. Et du coup, ça crée une forme d'appel d'air. Donc forcément, pour, on va dire, faire connaître votre service, etc., c'est peut-être plus simple que de lancer une toute nouvelle ligne qui n'existe pas. Ouais, certainement. Non, d'une part aussi, on a vu la réaction en fait à l'annonce, la mobilisation forte, la pétition avec 92 000 signatures. Ouais, voilà, quasiment 100 000. Donc si 92 000 personnes prennent le train l'année prochaine, on arrivera à l'équilibre économique quasiment. Mais du coup, ça nous a aussi encouragés à relancer parce qu'on se dit que la demande est là. Et puis c'est vrai que y a un certain quand même défi pour nous parce qu'on est nouveau en France, donc on n'est pas forcément connu. European Sleeper, ça parle pas aux gens. Du coup, il faut qu'on se fasse connaître et on sait qu'il y aura cette phase de démarrage et que les trains seront pas remplis dès les premières semaines. Mais le fait qu'il y avait déjà une clientèle, que le service était déjà accessible, qu'on est en implémentation aussi pour pouvoir commercialiser nos billets sur nightjet.com, là où les billets étaient déjà dispo aujourd'hui. Toutes ces choses nous confortent dans l'idée qu'on pense qu'on peut quand même accélérer le remplissage rapidement. Et alors justement, tu l'as évoqué un peu, mais c'est quoi les plus gros défis que vous allez devoir relever sur cette nouvelle liaison ? Le sillon. Donc on attend quand même vraiment la confirmation d'un sillon qui marche de bout en bout. Et qui permettrait de toute passer... l'année aussi, ouais. Ça c'est le sujet, c'est que c'est ça le travail qui est difficile aussi, c'est que surtout qu'on est vraiment tard dans les calendriers des gestionnaires d'infrastructures qui ont déjà planifié du coup la plupart des sillons pour les autres clients ou entreprises ferroviaires. Et du coup on arrive un peu sur le tas et du coup ils doivent trouver des solutions pour nous faire passer entre les autres. Et puis vous, il y a le fait de vouloir passer par Bruxelles, il y a un enjeu de remplissage parce que le fait de passer par
de partir de Paris et de passer par une autre capitale, forcément, ça permet de Oui, remplir oui. encore plus, quoi. Donc, ce serait une bonne nouvelle si vous arriviez à le faire, quoi. Ouais, non, ça c'est vraiment un élément vraiment important pour pouvoir atteindre l'équilibre économique. C'est que le passage par Bruxelles, ça nous permet de capter le marché belge, mais aussi les Anglais. Parce que on le voit d'ailleurs sur notre train actuel Bruxelles-Prague, le marché anglais, c'est le 3e, je crois, sur notre Ah clientèle oui, actuelle. Parce que bah, je pense que les Anglais n'ont pas forcément beaucoup de façons de rallier Berlin, Prague, Amsterdam depuis Londres aujourd'hui. Donc l'Eurostar jusqu'à Bruxelles leur permet de connecter sur nos trains et après de donc, continuer jusqu'à Berlin. Et je pense que les Anglais ont cette culture du train de nuit assez développée. Il y a quand même pas mal d'offres de train de nuit en Angleterre. Donc on pense pouvoir quand même attirer pas mal de clients, de passagers qui viennent supplémentaire, d'Angleterre. aux Ouais. grandes dames des Strasbourgeois. Malheureusement, Mm. ouais. Non, donc c'est sûr que c'est pas de gaieté de cœur qu'on ne dessert plus Strasbourg, mais en termes de demande, il y a quand même vraiment une différence nette. Et par contre, important de préciser que l'ambition, c'est de desservir un arrêt dans les Hauts-de-France. Ouais, Donc ok. on n'est pas encore sûr de l'arrêt. On vise Aulnoy, Emery. On travaille avec SNCF Réseau pour un arrêt commercial dans les Hauts-de-France. Donc, ce sera pas Lille, a priori. Non, l'île Flandre, déjà ça fait un certain détour, c'est une gare à rebroussement, on perdrait quand même pas mal de temps et la gare est assez saturée, je pense, donc non, ce serait trop compliqué, Ouais. l'île Flandre. Mais on espère pouvoir être dans l'agglomération lilloise avec un train direct ou mobilité de proximité, pouvoir rejoindre l'île assez facilement. Donc, ça pourrait quand même desservir les Lillois. Il faudrait Ouais, juste faire une petite correspondance. Ok. et le reste de la région Oui, aussi. bien sûr. Mm. Ouais. Non, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que dans les territoires en France, c'est-à-dire Ouais. en dehors de Paris, nous on le voit sur les réseaux, il y a un vrai sujet. Les gens sont très frustrés de voir que tout passe par Paris et qu'il n'y a pas beaucoup d'offres dès qu'on n'habite pas à Paris. Ouais. Mais ça, ouais, je pense qu'il y a un vrai enjeu de rentabilité. C'est vrai que quand tu as un gros bassin, une grosse agglomération qui capte beaucoup de voyageurs Mm. potentiels. Où il n'y a pas forcément aussi beaucoup de vols en plus directs, Ouais. donc on le voit d'autant plus. Et là, on le voit aussi pour notre ligne aujourd'hui, où je disais, on s'arrête, par exemple, aux Pays-Bas, on s'arrête à Deventer, Amersfoort, Roosendaal, Rotterdam, là, et donc on a plein d'arrêts intermédiaires, et c'est l'avantage du train par rapport à l'avion aussi, c'est qu'on peut desservir aussi les villes intermédiaires. Et là, sur l'Amsterdam-Barcelone, par exemple, l'ambition, c'est en Espagne de s'arrêter aussi à Figueras, à Gérone, en France de s'arrêter à Avignon, Nîmes, Béziers, Narbonne, Perpignan, toutes les villes du sud de la France. Donc ça permet de pouvoir desservir plus de villes moyennes. Est-ce que tu peux nous parler, tu l'as fait un petit peu, mais est-ce que tu peux nous parler des autres liaisons que vous envisagez? Est-ce qu'il y a autre chose que le Amsterdam-Barcelone? Donc là, en gros, si je résume, aujourd'hui, il y en a une qui est pérenne, c'est le Bruxelles-Prague. Donc ça, on peut le prendre un peu pour acquis. Ouais. Il va y avoir le Paris-Berlin. C'est jamais acquis, parce que tous les ans, on doit redemander la capacité. Mais oui. Ouais, mais en gros, ça, c'est une valeur un peu sûre, même Ouais. si faut rester quand même vigilant. Il y a le Paris-Berlin qui est en très bonne voie d'ici le 26 mars. Il y a Amsterdam-Barcelone. Ça, est-ce qu'il y a une temporalité peut-être On y travaille. Je préfère pas m'avancer sur la quand. Mais c'est sûr qu'on travaille activement sur le projet et on continue. 2026, c'est faisable, tu penses, ou ce sera plutôt 2027? Je ne dirais Voire pas 2028. plus. Est-ce qu'il y a d'autres liaisons que vous envisagez? Oui, donc certains ont peut-être vu passer sur notre site Milan. Je veux pas dévoiler tous les secrets à l'avance, mais on travaille aussi sur une connexion avec Milan depuis Bruxelles ou Amsterdam qui passerait par la Suisse. D'accord, super. Mais stay tuned, comme on dit en français. On reste connecté, on reste aux Voilà. aguets. Ok, et alors quid du matériel roulant? Tu en as un peu parlé, mais est-ce que, pareil, il va y avoir du changement dans les mois ou dans un futur assez proche? Est-ce qu'il y a des projets d'acquisition? Ouais, donc le projet, on travaille dessus depuis longtemps. Donc on regarde en parallèle
l'achat de matériel neuf. Donc, on a échangé avec plusieurs constructeurs, mais aussi d'achat de matériel existant qui peut être rénové. Et donc, pour être transparente, on échange avec ACCM, les ateliers à Clermont-Ferrand, qui font un travail incroyable de rénovation de voitures. Mais du coup, tout ça, ça a un coût conséquent, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a fait des tours de table, on a échangé avec plusieurs fonds d'investissement. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore réussi à convaincre un fonds de se lancer, ou une Rosco d'ailleurs, de se lancer. C'est quoi une Rosco ? Une Rolling Stock Company. Donc, c'est des entreprises qui sont propriétaires du matériel roulant et du coup qui gèrent les assets, qui gère le matériel, et la maintenance. Et qui le loue derrière. Et qui le loue, voilà, à d'autres. C'est comme un loueur de voiture, sauf qu'il a des trains, en gros. Il achète ça, le matériel. C'est du leasing. Ouais. Ok, donc ça, bon, c'est en travail, mais... Donc ça, on continue les échanges avec certains fonds qui n'ont pas encore fermé la porte, mais c'est toujours un peu dans l'attente de faire nos preuves, d'atteindre l'équilibre économique. Donc on ne perd pas espoir, et en attendant, on est content de pouvoir trouver d'autres... on a quand même d'autres options en ligne de mire de location de matériel roulant de nuit, bien que ce soit quand même pas... c'est quand même une denrée rare en Europe, mais on a des opportunités, donc... C'est ça vraiment l'élément moteur souvent pour pouvoir nous permettre de lancer des nouvelles lignes, en fait. C'est l'accès au matériel roulant de location pour l'instant, et après en propre plus tard. Et d'ailleurs, je voulais aussi mentionner Nox, parce que c'est vrai que le projet de faire du matériel roulant neuf ou de rénover du coup du matériel roulant actuel, mais vraiment de rénover de fond en comble, pas juste refaire les tissus des couchettes, mais vraiment tout refaire de A à Z. Ça nous permet du coup de répondre aux besoins actuels, et on a pas mal de retours du coup de nos clients aujourd'hui, et puis même aussi en termes de praticité pour le nettoyage, pour le stockage du matériel, l'aspect digital, plein de sujets de sécurité, de pouvoir verrouiller ses affaires, les portes de l'intérieur, de l'extérieur, les rideaux, les tapis, les douches, etc. On utilise tous ces retours pour intégrer dans la conception. Et je voulais parler de Nox parce que c'est quand même un projet que je pense que tu as reçu Thibaut plusieurs récemment. Fois même. Donc ouais, peut-être pour refaire un peu de contexte, on a reçu plusieurs fois Thibaut Constant dans notre podcast, qui est à l'origine plutôt un youtubeur train, on peut dire comme ça, et qui effectivement il y a quelques mois a annoncé le lancement de sa compagnie de train de nuit qui s'appelle Nox, et avec qui je crois que vous échangez régulièrement. Oui, on échange souvent parce que c'est vrai que c'est intéressant le concept qu'il propose, et justement plus au goût du jour, et ça peut être un concept, on travaille sur d'autres modèles, mais c'est sûr qu'on est conscient que le matériel disponible actuellement ne répond pas forcément à toutes les attentes. Et du coup, on essaie vraiment de compenser avec le service à bord. Et nos stewards, que je salue aussi parce qu'ils font pareil un travail incroyable, toujours le sourire, toujours accueillant pour les passagers, pour le check-in. Et donc ça, on a beaucoup de retours positifs sur la sincérité, l'accessibilité, enfin l'accueil des stewards à bord de nos trains. Super. C'est une de nos forces, je pense. Là, moi, je voudrais revenir sur un truc, c'est que tu parlais de financement, tu parlais du fait de pouvoir acheter des parts dans la coopérative. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes en pleine campagne justement de ce qu'on dit share funding. Ouais. Donc ça veut dire que tu peux acheter des parts et du coup rentrer au capital de la coopérative. Si je ne dis pas de bêtises, une part, c'est 180 €. 140. 140. Donc il y a la possibilité, pour rentrer au capital, il faut au minimum en acheter 2. Donc ça fait 280 € minimum pour rentrer au capital. C'est ça. Actuellement, c'est 2 actions minimum de 180 €. Donc ça, est-ce que ça, c'est vraiment le meilleur moyen de vous soutenir aujourd'hui, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui auraient envie de vous aider à vous développer et à relancer le train de nuit en Europe? Est-ce que c'est ça la priorité, c'est de rentrer au capital, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de vous aider dans votre mission? Ouais, donc rentrer au capital, mais aussi du coup participer aux choix, aux décisions. Donc c'est tout ça au choix des membres, bien sûr, leur taux d'implication dans le projet. Sinon, après, bien sûr, acheter des billets de train pour le Bruxelles-Prague actuellement, ou le Paris-Berlin à partir du 16 décembre.
Donc là-dessus, je rappelle encore une fois que si vous faites partie du club Ourail, c'est-à-dire que si vous avez soutenu notre campagne Ulule en achetant des contributions avec des abonnements à l'application, eh bien, vous bénéficiez d'ores et déjà de moins 20% sur vos billets. Donc effectivement, c'est le moment d'en profiter. Donc dès maintenant, sur la liaison Bruxelles-Prague, et à partir du 16 décembre jusqu'au 31 décembre sur la nouvelle liaison Paris-Berlin. Voilà, fermeture de parenthèse. Et le dernier, c'est de parler de nous, puisque je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous connaît en France. Donc partager, proposer un petit voyage à Berlin pour l'année prochaine. Ouais, et puis même depuis Bruxelles. Entourage. Même depuis Bruxelles. Ou depuis Bruxelles, ouais, jusqu'à Berlin, Prague. Il y a plein d'arrêts intermédiaires hyper sympas. Je recommande Dresde, en Allemagne, et Bad Schandau aussi pour la nature, les randos. Ouais, et puis ce qui est bien, c'est que pour le coup, il y a une liaison Ouigo Train classique pour aller à Bruxelles depuis Paris, mais qui passe aussi par des arrêts intermédiaires dans les Hauts-de-France. Creil, Aulnois. Voilà. Donc ça, c'est des billets qui sont vraiment pas chers. Donc en fait, ça peut permettre de faire un week-end ou un petit séjour pas trop cher si on fait train de nuit plus Ouigo Train classique. Super. Et où est-ce qu'on peut justement suivre l'avancée du projet? Donc j'imagine que vous êtes sur Instagram. Ouais, il y a donc les réseaux sociaux, Instagram. On vient juste de rejoindre TikTok, il me semble. Moi, j'ai pas TikTok, mais je crois qu'on est dessus maintenant. Et puis s'abonner à la newsletter. Je pense que c'est assez facile sur notre site internet de trouver le lien. On a une newsletter en français. Le site internet aussi est disponible en français. On partage toutes les infos du moment à travers la newsletter. Ouais, et puis même vous, quand vous avez des actualités, souvent nous, on les traite aussi. Ouais. Donc déjà, être abonné à Ourail, c'est un bon moyen de ne pas louper vos actus. Mais en tout cas, ouais, faut aller vous donner de la force sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Et comme tu le disais, le meilleur moyen en fait de vous soutenir, au-delà du fait de rentrer au capital, c'est de consommer, on va dire, d'acheter des billets de train et de vous aider à atteindre ce fameux taux de remplissage pour montrer que que le train de nuit peut être pérenne économiquement. Merci de l'invitation et encore un grand merci à tous nos partenaires parce qu'on n'irait pas loin, le train n'irait pas très loin si on faisait ça en solo, même avec notre équipe de feu. Donc vraiment, que ce soit les horaires justement dont je parlais, mais aussi les stewards à bord, les conducteurs des trains, les personnels de gare, les personnels dans les postes d'aiguillage, les équipes de nettoyage, les blanchisseries. Il y a tellement de monde qui intervient dans le succès d'un train de nuit. C'est ça la force aussi pour moi, c'est tous ces acteurs qui se mobilisent chaque jour pour que les voyageurs aient la meilleure expérience possible. Super. Eh ben, écoute, un grand merci d'être venu nous voir. On vous souhaite plein de succès pour le lancement de cette nouvelle liaison. Tu sais que vous pourrez compter sur nous pour vous aider à remplir les trains. Et puis je te dis à bientôt sur un train European Sleeper. À bientôt. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail vous remercie d'avoir passé ce moment en notre compagnie et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.